Alors, bonjour, on est rendu là, dans le dernier stretch de la session. Il nous reste quoi, trois, quatre cours à faire, là? Un, deux, trois, quatre avec la préparation à l'examen de l'ordre. Alors, on est vraiment dans le dernier stretch. Aujourd'hui, on va faire leadership. Et leadership et le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire parce que ça rentre dans le leadership puisque vous allez avoir à travailler en équipe avec des infirmières auxiliaires. Donc, pour être en mesure de bien travailler en équipe, puis de savoir quand et quoi déléguer à votre partner, ben il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire dans la vie, hein? Alors, on va faire ça aussi. Alors, c'est quoi le leadership? C'est quoi un bon leader? Clairement, un bon leader, c'est quelqu'un qui a des bonnes connaissances. Donc, c'est pour ça que on vous demande, comme infirmière, depuis quelques années, de faire de la formation continue. On l'obligeait pas avant, on le recommandait très fortement, mais on l'obligeait pas. Maintenant, c'est une obligation. On parle de 21 heures par année, c'est rien, 21 heures, là. Les gens qui vont dire, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais faire ça? J'ai pas le temps de faire ça. Je travaille à temps plein, j'ai des enfants. Sérieux, là, c'est vraiment pas grand-chose, 21 heures dans toute l'année. Lire le perspective infirmière, c'est compté comme des heures de formation continue. Si vous refaites votre RCR une fois par année, une fois par 2 ans, c'est 8 heures de formation continue. Vraiment, c'est pas long que c'est accumulé. Puis vous allez voir sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de petites formations euh, qu'on peut faire, des formations d'une heure et demie. Il y en a qui sont gratuites même, puis qui comptent pour la formation continue. Alors, c'est quoi les qualités d'un bon leader, là, je viens de le dire, d'avoir de la formation, d'avoir des bonnes connaissances. Plus que tu as des bonnes connaissances, plus que tu vas être un bon leader dans l'optique que les gens vont se fier sur toi. Si tu sais pas de quoi tu parles, les gens pourront pas se fier sur toi et ils te suivront pas dans tes demandes, c'est sûr et certain. Euh, Clairement, la formation continue, vous allez la faire dans des milieux puis dans des trucs qui vous intéressent. Si vous travaillez en santé mentale ou en gériatrie, vous irez pas faire de la formation continue ou des cours sur la périnate et l'évaluation du bébé et du nouveau-né. C'est sûr et certain. Plus vous allez choisir de la formation dans des trucs que vous aimez, euh, plus ça va être facile pour vous de la faire, cette formation-là. Vous allez même vous choisir un emploi qui est en lien avec vos intérêts, qui est en lien avec vos connaissances. Là, j'ai marqué exemple chef de santé mentale, pas pour moi, parce que il y a quelques années de ça, puis je le pense encore aujourd'hui, je voulais être une chef d'unité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu. Je l'ai fait pas longtemps, euh, mais je l'ai fait par intérim pendant quelques mois à l'urgence du Barry Memorial. Euh, j'ai adoré ça. Vraiment, j'aimais beaucoup ça. Mais quand mon remplacement s'est terminé, on m'a pas offert le poste. Et j'ai un ami qui me dit, ah, Caroline, à Châteauguay, ils cherchent un chef de la santé mentale, tu devrais faire application. Et j'ai dit non. Ça m'intéresse pas la santé mentale. J'ai aucune connaissance en santé mentale. J'ai aucun intérêt en santé mentale. Comment j'aurais pu devenir un chef? Moi, je pense que j'ai toujours pensé qu'un chef, c'est quelqu'un, c'est le pilier de la place. C'est quelqu'un sur qui on peut se, se retourner, quelqu'un sur qui on peut se fier quand on a des questions, quand on n'est pas sûr de comment ça fonctionne. Et là, je me disais, comment ils vont faire pour se fier sur moi? J'ai aucune connaissance en santé mentale, j'ai aucun intérêt en santé mentale. Donc, vous allez choisir les emplois qui vous intéressent et ça va faire que ça va être facile pour vous de continuer à vous former, puis à garder vos connaissances à jour. Alors, les qualités d'un bon leader, être intelligent, c'est sûr, avoir de la confiance en soi, parce que il faut être en mesure de se tenir debout. Il y a des fois où on va avoir à prendre des décisions qui sont pas faciles comme leader, et si on n'a pas confiance en nous, si on n'a pas confiance en nos idées, on ne sera pas capable de transmettre le message. Avoir de la détermination, de l'intégrité, un peu de sociabilité, parce que souvent, le leader, c'est celui ou celle qui
qui tient tout le monde ensemble. C'est la colle sociale du groupe. Alors, si vous n'êtes pas un minimalement social, c'est difficile pour vous de faire la coercion au niveau du groupe. Euh, vous devez être une défenseur des soins de qualité. Vous devez croire en votre salade. Hein. Si vous voulez que les gens fassent les choses d'une certaine façon, mais que vous y croyez pas vous-même, vous arriverez jamais à les convaincre de le faire. Euh, vous devez être une bonne collaboratrice, une communicatrice avertie. Euh, tout est dans la communication. Hein. Quand on est un leader, quand on veut faire, puis on va le voir un peu plus tard, quand on veut faire changer les choses, quand on veut que les trucs avancent, que les trucs s'améliorent, la façon de le demander va faire toute la différence. Si vous essayez d'imposer des trucs sans n'avoir trop parlé à personne, ça fonctionnera pas. Puis je vais donner des exemples un petit peu plus tard. Vous devez être un mentor, un modèle. C'est pour ça que je vous dis, pour être un bon leader, il faut bien connaître de quoi on parle. Donc, il faut devenir un leader dans un endroit où on se sent à l'aise, où on sent qu'on a des bonnes connaissances. J'aurais jamais été un bon leader en santé mentale. J'y connais rien et j'ai aucun intérêt en santé mentale. Donc, comment j'aurais pu devenir un modèle comme chef d'unité si j'ai aucun intérêt dans le- la spécialité de l'unité. Il faut être un visionnaire puis preneuse de risque. Il faut être en mesure de voir, d'anticiper comment ça va se passer dans le futur, puis de prendre certains risques. Euh, je vais vous dire, en ce moment, avec le COVID, c'est pas évident. Il y a des trucs qui ont été faits. Il y a des chefs d'unité qui ont fait des demandes, qui ont fait des changements sur leur unité qui étaient peut-être pas nécessairement bien reçus, mais en prévision de ce qui s'en venait avec la COVID, ils n'ont pas eu le choix, puis ils avaient besoin de faire ça. La délégation. Comme leader, vous allez avoir à déléguer. Alors, on sait tous c'est quoi la délégation. Hein? On sait que c'est de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose pour nous. On a trop de travail à faire, on demande à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Même si vous n'êtes pas un chef d'unité, même si vous êtes juste une CP ou une étudiante, d'être en mesure de déléguer quand on est surchargé de travail, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Par contre, est-ce qu'on peut déléguer à tous et à chacun de n'importe quelle façon? Et la réponse à ça, c'est non. Il faut être en mesure de déléguer. Pour faire une vraie délégation, il faut donner la tâche qu'on veut donner à une personne qui est capable de la faire, qui a le droit de la faire et qui a les connaissances pour le faire. Donc, les capacités, les droits et les connaissances. Si on délègue une tâche à quelqu'un qui n'a pas les capacités ou qui n'a pas les connaissances, on n'a pas délégué à la bonne personne, on devient responsable de ce que cette personne va faire. Alors, ma prochaine question, c'est est-ce que l'infirmière est responsable des actes des autres? Ben, ça dépend. Si elle a délégué à la bonne personne, elle a délégué à quelqu'un qui a les bonnes connaissances, qui a les capacités et qui a les droits de faire quelque chose, si cette personne a fait une erreur, c'est pas de la faute de l'infirmière qui a délégué. Je vous donne un exemple. Euh, vous travaillez avec une infirmière auxiliaire, en partenariat avec une infirmière auxiliaire, vous lui demandez d'aller faire les glycémies capillaires, puis elle fait la glycémie capillaire sur Monsieur Ouellette au lieu de Monsieur Ouimet, puis là, vous finissez par donner les médicaments ou les insulines à Monsieur Ouimet au lieu de Monsieur Ouellette. Ben, ben pas vous finissez par donner parce que en principe, vous devriez avoir posé les. Mon exemple est pas tant bon, hein? Mais il reste que quand vous déléguez à quelqu'un, il faut que cette personne-là soit en mesure de faire alors, votre infirmière auxiliaire est capable de faire les glycémies capillaires. Et elle a les connaissances pour faire les glycémies capillaires, puis elle a le droit de faire les glycémies capillaires. Si elle fait une erreur quand elle fait sa glycémie capillaire, c'est elle qui est responsable et non vous. Par contre, là, dans mon exemple, si vous donnez les insulines à pas la bonne personne, là, c'est vous qui êtes responsable de pas avoir donné les insulines à la bonne personne. Faire le bon suivi. Là, même si
votre infirmière auxiliaire, elle a le droit, elle a les capacités, puis elle a les connaissances pour faire cette glycémie capillaire. Si vous vous rendez compte que d'une journée à l'autre, votre partenaire ne fait pas les glycémies capillaires comme il faut et vous ne faites pas de suivi là-dessus, vous n'essayez pas de, de lui apprendre à les faire comme il faut ou vous la remettez pas sur le droit chemin pour qu'elle les fasse comme il faut, là, vous devenez responsable de ces actes parce que votre responsabilité à vous, c'est de s'assurer que c'est fait comme il faut. Alors, vous déléguez à la bonne personne, mais il faut s'assurer qu'elle le fait correctement. Donc, il faut bien encadrer cette personne-là si elle ne les fait pas comme il faut. Puis si vous ne le faites pas, ben là, vous devenez responsable. Tu sais, vous le savez, là, qu'à chaque fois qu'elle fait la glycémie capillaire, c'est pas fait correctement, mais vous la laissez faire parce que vous dites, ben, c'est elle, l'infirmière auxiliaire, c'est elle. Elle a les capacités, elle a les connaissances pour le faire. Ben, c'est son problème à elle. Non, non, non. Vous le savez qu'elle ne le fait pas comme il faut, ça devient votre responsabilité. Ensuite de ça, ah oui, tout le personnel infirmier est responsable de ses propres actes. Par contre, si vous déléguez une tâche à quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas les connaissances. Là, je marque ici exemple de la CPI ASC en périnat. Il y a eu, il y a quelques années de ça, un événement à Maisonneuve-Rosemont, puis je vous ai mis le lien pour un article. Euh, un événement à Maisonneuve-Rosemont où une dame est venue pour accoucher de son bébé. Elle était en pré-éclampsie et tout le monde le savait qu'elle était en pré-éclampsie. Il n'y avait pas de place pour lui faire une césarienne d'urgence le soir même. Il la gardait en postpartum sur l'unité des naissances jusqu'au lendemain matin. Elle devait avoir sa césarienne le lendemain matin. Et la charge de ce patient-là, de cette patiente-là, a été donnée à une CPI. Alors, première erreur, la charge de cette patiente-là a été donnée à une CPI. La CPI ne devrait jamais être en charge d'un patient qui est instable. Une patiente qui est en prééclampsie, c'est considéré une patiente instable, donc elle n'aurait pas dû être en charge de cette patiente-là. Toute la nuit, elle a fait au meilleur de ses connaissances, mais clairement, elle manquait de connaissances. Donc, elle a fait les signes vitaux et l'évaluation de cette patiente-là seulement une ou deux fois dans la nuit, si je me souviens bien. Et au matin, elle a donné un rapport sommaire à l'assistante qui, elle, n'est pas allée examiner l'infirmière, la patiente, et a appelé le médecin pour lui donner les informations de la nuit. La dame avait une pression artérielle qui était élevée, elle avait eu des nausées, des vomissements, tous des signes que sa prééclampsie est en train de devenir une éclampsie, là. Et le médecin n'a pas répondu immédiatement. Quand il a répondu, elle a eu sa césarienne d'urgence, puis elle a fini aux soins intensifs. Elle est décédée d'une hémorragie cérébrale. Bon, alors, qui était dans le tort dans cette histoire-là? Qui avait raison dans cette histoire-là? Bien, premièrement, si l'assistante pouvait vraiment pas s'occuper de la patiente toute la nuit, la donner à une CPI, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. La CPI n'a pas nécessairement les connaissances pour s'occuper de ce genre de patient-là et elle n'a pas le droit de prendre soin de patients instables. Donc, il manquait deux trucs ici, là. L'infirmière aurait dû, si mettons elle était obligée là, de la laisser à la CPI, elle aurait dû faire un encadrement et un suivi de ce qui se passait dans la nuit. Es-tu allé voir madame? As-tu fait telle évaluation? C'est quoi les résultats? Tu sais, si elle n'avait pas le temps de le faire elle-même, c'était correct d'envoyer la CPI. Mais il faut faire un suivi de ce qui se passe à ce niveau-là. Fait que voyez-vous que là aussi, elle a manqué. Est-ce que la CPI a manqué? La CPI a manqué dans le sens qu'elle a accepté la tâche. À partir du moment où ce que tu acceptes la tâche, tu deviens responsable de cette tâche-là. Donc, c'est important de savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est important d'être capable de refuser. Dans cette histoire-là, tout le monde est responsable. La CPI est responsable d'avoir accepté la tâche en sachant qu'elle n'était pas adéquate. L'assistante était responsable d'avoir donné cette tâche-là à quelqu'un qui n'avait pas les connaissances et qui n'avait pas le droit. Puis le médecin aurait dû répondre, puis même l'infirmière chef, l'assistante infirmière chef aurait dû trouver quelqu'un d'autre quand elle voyait que le médecin répondait pas pour qu'il vienne examiner la patiente le plus rapidement possible. Alors, tout le monde était dans le cadre dans cette histoire-là. Donc, j'arrive à mon 15 minutes, j'arrête l'enregistrement, puis on revient un petit peu plus tard avec la suite.